Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Peugeot 307. Les transmissions mécaniques sur Peugeot peuvent difficilement être qualifiées de modèles de fiabilité. Les boîtes de vitesse de la série B4/5e souffrent de fuites d'huile, à la suite desquelles les roulements de l'arbre primaire, les embrayages et les engrenages des 3e et 5e vitesses, ainsi que les roulements du différentiel, tombent en panne en premier lieu. Il est préférable de vérifier régulièrement les joints et la présence d'huile dans la boîte, sinon des réparations coûteuses seront nécessaires. La compatibilité des boîtes de vitesse et des moteurs n'est pas la meilleure, il existe de nombreuses options et il existe très peu d'unités sous contrat. Surtout quand il est vivant. Je ne suis pas satisfait du coût des volants bimasse, mais, heureusement, vous pouvez installer ici des kits d'embrayage avec un amortisseur et des volants classiques de la Peugeot 306. Eh bien, parlons maintenant de la transmission automatique principale. C'est encore pire que la mécanique ici. La boîte de vitesse AL4, DP0, commune à PSA, Renault, n'est pas trop chère à réparer, mais tout le monde ne peut pas parcourir des centaines de milliers de kilomètres, et seules les personnes flegmatiques qui connaissent bien l'entretien des transmissions automatiques peuvent la conduire pendant 150 à 200. Les problèmes liés à cette boîte sont complexes, mais ils sont généralement résolus avec succès grâce à la simplicité et à la fabricabilité de la conception. La surchauffe est la principale cause de la plupart des problèmes. Il est intégré à la conception elle-même, car il utilise un échangeur de chaleur très faible et sujet à la contamination. Et si vous souhaitez faire fonctionner la voiture pendant une longue période, il est préférable de la remplacer immédiatement par un adaptateur et un radiateur externe de bonne taille avec thermostat. La deuxième cause de problème est la conception du boîtier de filtre à huile. Peu de gens le changent avec un kilométrage inférieur à 100 000 km, bien que sa conception nécessite généralement un remplacement après 60 000 km. Et puis la chaîne, filtre sale, chute de pression d'huile, bague éraflée, nouvelle contamination du filtre et mort de la boîte, se déclenche. Les voitures construites avant 2003 ont des solénoïdes EPC et TCC faibles, mais il est peu probable que vous rencontriez des pièces d'origine. Cela n'est possible que si la voiture a été effectivement retrouvée, sous le grand-père, et que son kilométrage est inférieur à 50 000. Sur les voitures plus récentes, ces pièces sont toujours changées en cas de contamination excessive par l'huile. L'huile dans cette boîte ne dure pas plus de 60 000 km et il vaut mieux la changer 2 à 3 fois plus souvent. L'unité hydraulique vit également jusqu'à la première surchauffe. Sa plaque se plie en cas de surchauffe, et après cela, même le remplacement des solénoïdes n'aide pas. Les joints de la boîte résistent également à la surchauffe et les anneaux en téflon du couvercle arrière sont l'une des pièces les plus fréquemment remplacées. Bref, la durée de vie de cette transmission automatique dans la configuration, par défaut, n'est pas très longue et heureuse. Cependant, la conception est assez durable et simple, et les pièces de rechange sont peu coûteuses. La situation peut être considérablement améliorée en installant un système de refroidissement normal avec un filtre fin et des modes de mouvement doux. Cela est utile en combinaison avec des moteurs d'une cylindrée inférieure à 2 litres et d'un couple inférieur à 200 Nm. Avec des moteurs de 2 litres et des moteurs diesel, cette transmission automatique ne durera de toute façon pas longtemps. Cette transmission automatique est sensiblement plus fiable, même si elle aime également un entretien plus fréquent que celui requis par la réglementation et un radiateur supplémentaire pour le refroidissement, et si l'huile est contaminée, elle souffre de problèmes avec le corps de soupape. Mais sans les moteurs les plus puissants de la Peugeot 307, il n'y a pratiquement aucun problème jusqu'à un kilométrage de 200 à 250 000, lorsque les garnitures de blocage du moteur à turbine à gaz s'usent et que d'autres difficultés de ressources commencent. Les moteurs essence Peugeot avant l'ère EP6 n'étaient pas si mauvais. On pourrait même dire que les moteurs étaient bons. Les petites étoiles TU et les plus grandes étoiles EW manquaient dans le ciel. Mais le W10J4S, RFK, s'est avéré être l'un des moteurs atmosphériques les plus accélérés d'Europe, mais cette option de moteur est extrêmement rare. L'entreprise ne s'est clairement pas concentrée sur le développement de moteurs ottomans. Le point fort de la marque était les moteurs diesel, que PSA vendait et licenciait pour leur production à un groupe de constructeurs automobiles. Mais étonnamment, les moteurs diesel de la Peugeot 307 ne sont pas particulièrement appréciés. Le moteur Peugeot 2.0 HDI se retrouve bien plus souvent sous le capot d'une Ford Focus que sous le capot d'une 307. Tous les moteurs sont assez durables et il n'y a certainement pas de modèle à essence infructueux. Les moteurs diesel soulèvent parfois des questions, mais en raison de la faible popularité de ces moteurs,
il est difficile de dire quoi que ce soit avec certitude. La clé d'un fonctionnement réussi réside dans de bonnes conditions de température des moteurs et un système de refroidissement réalisé avec une marge équitable. Et le système de commande Bosch Mi 7.4 fonctionne de manière fiable et correcte. Si vous remplacez les catalyseurs à temps et ne laissez pas le niveau d'huile baisser, notamment sur les moteurs TU où il y en a très peu, alors les moteurs fonctionnent bien. Parmi les inconvénients évidents, il y a la tendance à avoir un appétit pour l'huile, qui se manifeste après des centaines de milliers de kilomètres en raison de joints faibles, y compris les joints de soupape, et d'un système de ventilation du carter inefficace. Le moteur TU5 et le T3, qui lui est structurellement similaire, ainsi que le TU3 à 8 soupapes, sont basés sur un seul bloc cylindre, disposent d'un entraînement par courroie de distribution, de pots catalytiques, d'une admission réglable et sont généralement très conservateurs. Plus précisément, les TU5 JP4, TU3 JP et ET3 J4 ont été installés sur la Peugeot 307. Le bloc cylindre est en fonte, il n'y a pas de déphaseur sophistiqué. Mais il existe un système d'injection simple et un simple tendeur de courroie de distribution à ressort. En général, la vieille école est telle qu'elle est. Il n'y a pas ici de composants particulièrement coûteux, il n'y a pas de points faibles évidents, à l'exception du faible volume du bain d'huile, environ 3,5 litres, et de la sensibilité du moteur à la baisse de son niveau. La bobine d'allumage Sagem n'est pas très durable, mais même l'original est relativement peu coûteux, sans parler des bons analogues. Le moteur devient facilement huileux à cause de segments de piston coincés et le niveau d'huile doit être soigneusement surveillé. Évitez d'endommager les joints de soupape. Sur les moteurs plus anciens, il est préférable de les changer avec la courroie de distribution tous les 60 000 à 80 000 km. Et si vous ne souhaitez pas plier les valves, veillez à changer tous les joints du capot avant. Mais le système de ventilation du carter, à cause duquel ces problèmes surviennent, nécessite un remplacement régulier des canalisations, ou mieux encore, une modernisation avec l'installation d'une vanne PCV et une augmentation de l'ouverture dans le papillon des gaz pour améliorer les échanges gazeux et réduire la surpression. À propos, si le tuyau de ventilation supérieur s'étend déjà, le 40 621 147 103 de gaz fonctionnera bien, soutenez le fabricant national. Il convient également de surveiller l'étanchéité de l'admission. Il existe un collecteur d'admission de forme pas optimale, sujet aux fuites. Mais sinon, le moteur n'est pas du tout gênant. Avec un entretien raisonnable, il est prêt à parcourir 250 000 km ou plus. Il existe même des exemples avec un kilométrage de plus de 350 000 sans signes évidents de réparation majeure et en bon état. Eh bien, éliminer les vibrations et autres problèmes mineurs n'est pas si coûteux. Et même si, à cause d'un mauvais entretien, il y a déjà un appétit pour l'huile, il n'est pas trop cher d'y remédier, le moteur est facile à réparer, et le piston peut gérer sans problème même les blocages de segments. Il est également important, après les 200 premiers kilomètres, de ne pas oublier de changer la chaîne d'entraînement de la pompe à huile dans le carter et de surveiller la propreté du réservoir d'huile, évitant ainsi la formation de boue dans le carter. Les plus gros moteurs de 2 litres de la série EW sont moins courants. Il s'agit principalement des EW10J4 et EW10 A d'une capacité de 136 à 140 chevaux. Il existe également une EW10J4S très puissante de 177 chevaux, mais il est presque impossible de trouver une voiture avec un tel moteur. La conception de ces moteurs est très différente de celle de la série TU, plus jeune, mais même ici, un conservatisme sain est visible dans tout. Certes, un déphaseur sur l'arbre d'admission est inclus dans toutes les versions. Sinon, c'est aussi un excellent moteur. Même le volume du carter d'huile a été augmenté à 5,25 litres, ce qui réduit le risque de se retrouver sans huile si un appétit d'huile se manifeste. Certes, la consommation d'huile de ces moteurs est sensiblement plus élevée. Il y a une plus grande tendance aux fuites d'huile par les bouchons et des surchauffes plus fréquentes. Un problème traditionnel mais mineur avec les moteurs est l'adaptation erratique et la sensibilité à l'état des sondes lambda. Les adaptations peuvent être réparées n'importe où, mais les lambda sont assez chers ici. Il est préférable de changer la courroie de distribution plus souvent, au maximum une fois tous les 60 000 km. Elle devient plus grasse et la charge sur elle est plus élevée. Potentiellement, la durée de vie du moteur est supérieure à 350 000, mais sur les moteurs plus anciens, vous devez surveiller attentivement la pression d'huile. Dans les cas avancés, vous pouvez vous retrouver sans vilebrequin et avec un trou dans le bloc, surtout si des huiles SAE 30 à faible viscosité sont utilisées et que la température du moteur est élevée.
Les principaux problèmes du moteur de 2 litres sont liés au fonctionnement du système de gestion moteur. C'est ici un peu plus capricieux, cela nécessite de remplacer les bougies plus souvent, le module d'allumage tombe en panne plus souvent, les injecteurs se bougent plus souvent et même la pompe à carburant tombe en panne plus souvent que sur les moteurs de 1,6 litres. Et vous vous souvenez de l'histoire de 2006, où tout un lot de moteurs avait reçu des culasses défectueuses. En conséquence, les moteurs consommaient des quantités accrues d'huile et de nombreux propriétaires étaient confrontés à des soupapes suspendues. Ceci conclut l'information sur les problèmes de la Peugeot 307. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.